28 novembre 2017. Un violent incendie se déclare au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. La maternité, les urgences, la réanimation et 4 blocs opératoires sont détruits. Parti d'un local technique, le feu cause l'évacuation de 1200 personnes, personnel et malades. On va vous mettre des moyens pour les sapeurs-pompiers. L'idée c'est qu'avec le SAMU, avec les moyens de l'hôpital, il faut qu'on assure l'évacuation de tous les locaux confinés et les mettre à l'abri et fermer les portes du feu pour que là où les familles ne soient pas enfermées. Si aucune victime n'est à déplorer, il a néanmoins fallu trouver des solutions pour prendre en charge de façon urgente les patients. Plusieurs services sont ainsi délocalisés, à Palais Royal, à la clinique des Eaux Claires ou encore à la polyclinique. Un drame sans précédent et qui impacte toujours aujourd'hui le quotidien des malades et des soignants. Alors, 1 an après l'incendie, comment les personnels vivent-ils cette situation et quelle prise en charge pour les patients? Nous avons suivi ces hommes et ces femmes, véritables héros de la santé jour et nuit dans leur mission, entre angoisse et émotion, plongés au cœur du CHU. Arrivé au monde il y a quelques heures, Kyliam prend déjà ses aises. Lové paisiblement dans les bras de sa maman. Que du bonheur, franchement que du bonheur. On tombe amoureuse dès le premier regard. Donc je suis super contente, surtout après un long combat, surtout pour moi. Donc que de l'amour, du bonheur, super. Pour la naissance de Kyliam, leur premier enfant, Malika et Steve Alan ont choisi le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Mais c'est à la polyclinique, aux Abîmes, que la jeune femme a accouché. Conséquence de l'éclatement de l'offre de soins après l'incendie. Au début, on s'est même posé la question pour savoir si on disait qu'il était né aux Abîmes ou à Pointe-à-Pitre, parce que du coup, le lieu a changé. Mais une fois qu'on y est, qu'on pose des questions, on a bien conscience qu'on est au CHU, même si on est à la polyclinique. Le personnel est assez avenant, donc ils nous ont bien expliqué comment être pris en charge comme ça, comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Comme je dis après, c'est juste le fait qu'on soit un petit peu confiné, parce qu'il y a beaucoup de personnes par chambre, qui est un petit peu embêtant. Mais sinon, l'ensemble de l'équipe, en tout cas, a été compétente. Et puis dès qu'on arrive aussi à l'accueil, tout de suite, on vous pose la question, si c'est CHU ou polyclinique. Voilà. Donc d'emblée, déjà, les barrières sont mises, on sait où on va. Et puis une fois qu'on sait, c'est vrai que quand on arrive, des fois, on se pose la question, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. La première fois, on a un peu hésité. Mais une fois qu'on est rentré, qu'on nous a expliqué, après, ça s'est fait naturellement. On a bien compris qu'il y avait un étage pour le CHU et un étage pour la polyclinique. Donc après, c'était clair. Dans l'urgence, il a fallu tout réorganiser, pour les patients comme pour le personnel soignant. Il est 9 h, le docteur Doufari Diallo, pédiatre du pôle parents-enfants du CHU, s'apprête à commencer ses consultations. Après avoir travaillé des années dans des hôpitaux parisiens, c'est en Guadeloupe qu'elle a décidé de poser ses valises. Et comme ses collègues, elle a dû s'adapter à ces nouveaux locaux post-incendie. Votre bébé va très bien. Allez-y, vous pouvez le rhabiller. Toujours le zizi vers le bas, hein, oui, pour ne pas qu'il mouille le cordon. Quand on est arrivé ici, donc c'était un peu compliqué. On nous a donné ce local-là, donc on a essayé de le personnaliser un tout petit peu. Mais le matin, on essaie de s'organiser avec le personnel. On privilégie les mamans qui sont âgées, hein, c'est-à-dire les nouveau-nés. Pour pouvoir donner des cours, et on n'a que les 2 petits box que vous avez dedans pour faire les bains. Donc on explique aux parents les bains et aux mamans aussi comment ça se passe. Après les bains, les sages-femmes et l'infirmière puéricultrice, elle arrive ici, elle fait les prises de sang.
voilà, avec tout son petit matériel qui est à côté. Et après les prises de sang, moi je viens après le staff pour examiner les bébés. Donc on examine les bébés au fur et à mesure. On commence par les sorties parce que justement il faut faire vite les sorties pour libérer de la place. Parce que puisqu'on n'a pas beaucoup de place, vous voyez, au CHU, on avait 4 services. La gynéco, les suites de couches, la salle de naissance et les grossesses pattes. Et là, tous ces 4 services sont condensés dans ce couloir-là. Donc il faut qu'on s'organise avec les obstétriciens qui veulent qu'on fasse de la place. Mais il faut aussi qu'on tienne compte de la maman, parce que la plupart du temps, c'est leur premier bébé. Quand vous allaitez, ça fait une purge pour le bébé, donc ça lui permet d'éliminer tout son méconium. D'accord? Là, j'essaie de palper les poux fémoraux, de détecter les maladies cardiovasculaires. Je regarde les organes génitaux externes qui sont normaux, tout est en place. On enlève quand même des petites chaussettes parce qu'il faut être sûr que tout va bien. Donc on regarde les hanches pour voir s'il n'y a pas de luxation. C'est impressionnant, mais ça fait pas mal. Hein? Voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. On cherche le tonus axial. Vous voyez, oh là, quel tonus, il serait tout d'un bon. Voilà. Sinon, tout va bien. J'ai tout de suite voulu accoucher toujours entouré par l'équipe du CHU, mais je savais qu'ils étaient relocalisés justement à la polyclinique. Donc j'ai demandé à mon médecin, qui n'est pas un médecin justement qui travaille avec le CHU, que je puisse venir accoucher avec l'équipe du CHU. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, donc je suis venue ici. J'ai fait ma consultation d'anesthésiste et puis quand j'ai senti les premières douleurs de l'accouchement, je suis venue directement ici parce que l'anesthésiste m'avait dit qu'il y avait les urgences aussi ici. Donc, une fois que je suis arrivée, on m'a pris en charge, m'a emmenée à la salle d'accouchement. L'équipe était formidable, franchement, de l'empathie, parce que le bébé avait du mal à descendre. Donc, j'étais bien entourée. J'avais 4 personnels pour moi toute seule, donc c'était super. Ça s'est bien passé. Installée à la polyclinique depuis 1 an, la maternité est l'un des services les plus importants du CHU. Avant l'incendie, sa capacité d'accueil était de 80 lits, contre 24 aujourd'hui. Un bouleversement vécu également par la réanimation néonatale située au sous-sol. Là, nous avons la biberonnerie, donc c'est l'endroit où sont fabriqués les biberons pour l'ensemble des enfants de médecine néonatale ainsi que de ceux de pédiatrie. Vous avez pu voir le coursier qui fait l'aller-retour entre le CHU, la tour sud et ici. C'est la pédiatrie générale, c'est de récupérer les biberons. Je pense que c'est pour vraiment. Au fait, tu dois récupérer aussi les médicaments périmés. Ici, nous avons la salle de préparation des médicaments, la salle infirmière, qui, comme vous pouvez le constater, n'est pas quelque chose sur lequel il est très facile de travailler, puisqu'elle prépare les médicaments actuellement sur une paillasse qui n'est pas dédiée à cela. Prochainement, nous allons avoir une hotte qui, elle, est prévue à cet effet-là, mais qui vient d'être mise en place. Nous avons l'unité proprement dit de réanimation néonatale d'un côté et de l'autre les soins, l'USI, unité de soins intensifs néonatal, où il y a effectivement des enfants. Le quotidien est compliqué, mais il faut savoir qu'effectivement la natalité en post-Zika avait beaucoup diminué et donc on avait effectivement un peu moins de bébés. Mais ceci étant dit, là on est obligé de jongler. Mais alors le point positif, c'est quand même qu'on est en amélioration par rapport à ce qui a été pendant quelques mois où la maternité était séparée du lieu de la médecine néonatale. À quelques kilomètres de là, au CHU. Bonjour, comment ça va? Ça va? Pas trop de douleur? Et vous côté la douleur à combien? Entre 0 et 10? 2? D'accord, 2. Ok, ben je vais préparer les médicaments et puis on se voit tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Il est 14 h. Vladimir Croche-Margalou, 32 ans, infirmier au sein du service de chirurgie digestive depuis 3 ans, débute sa journée de travail. Donc il est rentré pour plusieurs mécaniques. Ce 28 novembre 2017, Vladimir était présent dans le service quand le feu s'est déclenché. J'étais en fin de poste. On commençait à partir sur le départ. Et puis on a été alerté par l'incendie et on a été obligé de mobiliser les patients pour les délocaliser, pour ne pas qu'ils soient en danger. Donc
les mettre en sécurité tout d'abord. Donc toute l'équipe s'est mis la main à la pâte, les médecins, les infirmiers, toute l'équipe. Délocalisé un temps à Bémao, puis à Basse-Terre, le service de chirurgie digestive, qui compte une quarantaine d'agents, est l'un des premiers services de chirurgie à avoir réouvert début janvier. Non sans difficulté, car depuis l'incendie, le service accueille également les patients de traumatologie, de chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire ou encore d'urologie. Bonjour, messieurs. Bonjour. Qui c'est qui vient vous chercher? Ambulance. Et vous rentrez où? Vous habitez où? À Mornay. D'accord. Bah bon, vous avez tous les papiers. Bon retour. J'ai l'œuvre d'ambulance. D'accord. On a des patients qui relèvent de notre spécialité qu'on gère sans problème, et puis on appelle les collègues de traumato ou des autres services pour venir régler des problèmes, sauf urgence où on intervient. Mais on cohabite, si vous voulez, avec d'autres, à plusieurs services sur un secteur qui est assez contraint et réduit. D'autant plus qu'on a aussi le carcéral, on héberge aussi beaucoup de patients qui viennent de la prison pour toutes les spécialités. Donc on a des difficultés, mais bon, ce qui est surtout dur depuis un an, c'est la chaleur, parce qu'on a perdu depuis un an la climatisation. Les ascenseurs qui sont encombrés, les bureaux, la consultation qu'on faisait d'habitude qui est maintenant envahie par les urgences parce que les urgences elles-mêmes ont brûlé. Donc on consulte au 6e étage, qui est difficile. Quand on a des brancards, des ambulances et tout ça, il faut monter jusqu'au 6e pour faire des consultations. Donc tout est perturbé. J'espère que bientôt on va retrouver une activité sereine. Mais bon, on tient bon quand même, on a le moral. Alors, je vais vous faire l'ablation du redon qui se trouve ici. Notre profession est polyvalente. On est amené à rencontrer n'importe quelle situation et n'importe quel type de pathologie. Donc on est quand même disposé à prendre en charge différents patients. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on a quand même eu des difficultés, puisqu'il fallait rencontrer de nouveaux médecins qu'on ne connaissait pas forcément, s'habituer et se réhabituer à d'autres pathologies. Je vais regarder notre chariot. Ok. C'est quel type? Ça fourmille? Ça tire? Non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien? On reprend vraiment nos habitudes parce que les patients sont là. Il faut s'en occuper, donc on n'a pas le choix. Donc il faut que ça tourne. Il est presque 2 heures. Je sais que vous attendez depuis ce matin, mais il y a d'autres personnes qui sont au bloc en ce moment. Parfois, il peut y avoir des urgences, donc le bloc peut prendre un petit peu plus de temps aussi. Reprendre ses habitudes malgré les difficultés. Le CHU et ses 3000 salariés fonctionnent pour l'heure à 70%. Et il reste encore quelques services toujours fermés. Celui du professeur Suzy Duflo a réouvert il y a peu, en juillet dernier. Ça fait mal? Nous ne sommes pas toujours revenus à la normalité, mais on avance quotidiennement sur la prise en charge de nos patients. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le début de l'incendie, il n'y a pas eu de discontinuité ou d'arrêt de la prise en charge des patients. Il y a une continuité des soins, évidemment qui se fait avec les moyens que nous avons. Et bien, quand nous pouvons prendre en charge les patients, nous les prenons en charge complètement dans un environnement sécurisé. Et quand on ne peut pas les prendre en charge, à ce moment-là, on les transfère vers d'autres hôpitaux. Et on travaille donc en partenariat avec nos collègues des autres hôpitaux, à la fois sur le territoire et au niveau de l'Hexagone. On travaille aussi avec les cliniques privées, puisqu'on opère encore à la clinique des Eaux Claires. Et on prend en charge les patients quand ils se présentent à nous. Il y a encore des médecins dans l'hôpital, il y a encore des internes. Nous avons été, malgré les difficultés, le choix des internes s'est fait en octobre, les nouveaux internes sont arrivés en novembre et le CHU a été correctement choisi. Et donc on fait tout quand même pour accompagner nos internes et pouvoir leur donner la meilleure offre de formation qui soit
tout en prenant en charge les patients. À la nuit tombée, la journée de travail commence pour Guéni Niçoise et Audrey Viranin. Ça va? Ouais. Alors, je viens de passer aux urgences en montant. Ouais. L'activité est modérée, donc pourvu que ça dure. Donc, et puis, je suis allée au déchoc. Là, j'ai rencontré le médecin du déchoc. Elle m'a dit que l'activité était modérée, ça allait. Tous deux sont cadres de santé. On va lui expliquer qu'on n'a pas pu... Leur mission, la gestion et l'encadrement de l'équipe de nuit. On a à disposition de nous appeler au 1181 et puis on verra. On travaille sur 10 heures, donc 21h, 7 heures du matin. Donc bon, vous savez, quand les gens vous disent on travaille de nuit, c'est un peu compliqué. Ben, c'est un rythme à prendre, hein, c'est un rythme à prendre. Et puis adapter sa vie à son activité professionnelle. Donc moi, je sais que je suis de nuit déjà depuis 10 ans. Donc, ce n'est pas un rythme de vie qui me pénalise. Là? Oui, oui, ok. C'est parti pour la nuit? Oui, c'est parti pour la nuit. Ça sonne. Premier arrêt, les urgences. Rien à signaler, sinon? Non, et la place à l'UHCD? À l'UHCD, je crois qu'il y a des sorties de prévues. Hein. Donc, on devrait avoir des possibilités. Des possibilités. Ouais. Okay. D'accord. C'est, à mon avis, la problématique qui revient souvent. Le problème de lit, le problème de place, hospitaliser les patients, c'est vraiment notre quotidien. Et c'est le vrai défi de la nuit. D'autant plus que vous avez une réalité, les services de médecine que nous avions sur la tour nord ne sont plus sur l'établissement, mais sont sur le CHU, mais sont délocalisés au niveau de Palais Royal. Donc du coup, on est obligé de pallier avec ces manques de lits parce que des patients à partir d'une certaine heure ne se font pas hospitaliser à Palais Royal. Donc une difficulté supplémentaire et un besoin plus conséquent de lits sur l'établissement. Voilà. Il est plus de 21h, les équipes sont déjà en place. Depuis le départ de l'hôpital de campagne fin janvier, c'est ici, dans l'ancien local des consultations, que les patients sont gardés en observation. Certains y passent la nuit, en attente, sur un brancard. Ça va? Rien de particulier? Non, pour le moment, ça va. Ça va? Vous avez combien de patients là à l'accueil? En attente. Parce que comme les places sont chères, c'est 4-12. Concrètement, on a une affectation pour les urgences qui s'est délocalisée au niveau des consultations externes, où là nous avons une organisation, on a plusieurs zones, plusieurs secteurs qui se partagent entre l'accueil, la filière longue avec 2 tris. Les tris, ce sont là où sont orientés les patients hiérarchisés et priorisés par un ordre de gravité et pas par ordre d'arrivée. Et après, nous avons un secteur qui est aussi délocalisé par rapport aux anciennes urgences qui se retrouvent toujours sur le pôle des soins critiques, mais au niveau de la réanimation du même étage. Mais c'est vrai que c'est un challenge de chaque instant pour nous, que ce soit sur le plan matériel, on est déficitaire sur de nombreux points, mais par contre, on a encore le dynamisme de tous ceux qui nous accompagnent, qui sont des infirmiers, des paramédicaux, des médecins qui sont jeunes et qui restent motivés. Donc ça donne un élan quand même qui permet de faire voir un témoignage de la persévérance de chacun de nos professionnels pour pouvoir accueillir notre peuple. Et donc on peut le faire au mieux, en tout cas. Nous retrouvons Guéni et Audrey pour la suite de leur tournée. Une tournée interrompue par une panne qui arrive bien trop souvent. Il ne se ferme pas. Ben, c'est sécurité incendie là. Hein. Ouais, je les appelle. Ça aussi, c'est ce que vous gérez comme ça la nuit? Oui. Problème de matériel, problème technique, problème de fuite. On appelle l'ingénieur. Donc là, l'ascenseur qui ne se ferme pas, ça c'est problématique. Parce que ça veut dire que s'il y a un patient aux urgences qui ne va pas bien, pour le faire monter au déchoc, ça va être problématique. Donc il faut vraiment qu'il soit réparé. Donc c'est la raison pour laquelle en fait là, mon collègue appelle la sécurité incendie pour intervenir, voir ce qu'il peut faire pour qu'on puisse prendre en charge au mieux les patients, qu'il y ait un gain de temps dans la prise en charge des patients. Voilà. Donc bon, entre-temps on va monter à pied, je vous propose de prendre les escaliers. Depuis un an, les soirées de ces 2 cadres de santé sont bien plus chargées qu'avant. Outre leur visite dans les différents services de l'hôpital, ça va. Ils vont également sur les sites délocalisés.
On prend la voiture pour se rendre sur les sites extérieurs qui font partie du CHU mais qui sont à l'extérieur comme la Polyclinique, le Palais Royal et les Eaux Claires. Donc en général on y va pour soutenir les équipes, pour un peu écouter ce qu'ils ont à nous dire lorsqu'il y a un manque d'effectifs, quand il y a une problématique en fait, et une problématique de matériel lorsqu'il faut éventuellement pallier un manque de matériel. Donc on y va. Et puis voir un peu comment est le moral des équipes aussi. Voilà. Cette nuit-là, c'est à la clinique des Eaux Claires à Bémao que nous nous rendons. À ce jour, l'établissement privé met à disposition du CHU une zone totalement dédiée à l'activité chirurgicale. Cette dernière dispose ainsi d'une vingtaine de lits, de 5 blocs opératoires et d'une salle de réveil. Un transfert longue durée qui bouleverse les conditions de travail et la prise en charge des patients. Vous préparez un dossier? Oui, je vérifie les dossiers pour les patients qui vont au bloc demain matin. Vous avez combien de patients qui vont au bloc demain? Alors demain matin, nous avons combien de patients? Normalement, on a 4 blocs. J'étais en chirurgie thoracique et vasculaire au 4e étage et mon service n'a pas réouvert depuis. Donc voilà, donc j'ai été affectée en chirurgie digestive, ensuite en chirurgie polyvalente au CHU, voilà, ici, les Eaux Claires. Voilà. Mais sinon ça va, on s'adapte. Moi j'ai des angoisses par rapport aux nuits que je fais. Où est-ce que je vais les faire, comment ça va être. Je connais pas tout le monde, je commence à connaître les gens, donc je vois un peu par où je vais, mais c'est pas évident. Une détresse qui n'étonne pas le docteur Mona Edreville, cardiologue et membre du collectif de défense du CHU. Un collectif qui n'a eu de cesse de se battre pour une délocalisation totale. Un an après, le combat reste le même. Ça fait 1 an, on est fatigué, c'est vrai, on est épuisé physiquement, moralement. Et pour tenir, il faut que la vérité éclate. Donc il se trouve qu'elle est en train d'éclater. De fait, puisque les différents plans qui ont été érigés par nos tutelles se cassent la figure. Rien n'a été exécuté. On le savait, le collectif l'a toujours dit depuis le départ, haut et fort. Et donc là, on est dans une situation absolument dramatique. La logique réglementaire aurait voulu que nous ne retournions pas dans cet établissement. C'était un établissement qui n'était pas aux normes. Il a pris feu. On en est sorti, la loi dit qu'à partir du moment où on est sorti d'un établissement qui n'est pas aux normes, on ne doit pas y retourner. Si on continue à soigner dans ces conditions-là, on bafoue l'essence même de notre métier, c'est-à-dire le bon soin, au bon moment, au bon lieu, par un bon professionnel. Ils ont du boulot pour demain. Et là encore, j'ai deux patients qui étaient angoissés. Ils disent quoi? Enfin, on ne peut pas trop parler parce qu'on ne sait pas quoi leur dire. Vous savez ce qui se passe là actuellement? À leur niveau, je ne sais pas s'ils arrivent à le comprendre. Que les soins qu'on leur donne là actuellement, c'est ce qu'on peut faire actuellement, mais on ne peut pas faire autrement. C'est pas qu'on ne veut pas, donc c'est difficile de leur expliquer. C'est pour ça qu'on est obligé d'abréger, de faire comme on peut. Perte de confiance des patients, fuite de certains soignants. Ce 28 novembre 2017 aura définitivement changé l'organisation générale des soins du CHU. 1 an après, et face à une situation de crise inédite, les personnels entendent malgré tout donner chaque jour le meilleur d'eux-mêmes pour continuer à assurer une mission ô combien vitale, la santé des Guadeloupéens. Leur espoir repose désormais sur le futur centre hospitalier universitaire qui devrait voir le jour en 2022.